Salam alaikum Azzoul Fellaouen, bonsoir. On sait désormais qu'il n'y aura pas d'élection présidentielle le 4 juillet prochain, comme le souhaitait le général de corps de l'armée, Ahmed Gaïd Saleh. Son président par intérim, Abdelkader Ben Saleh, et tous les soutiens politiques et médiatiques gavés de cachir, c'est peut-être le scénario imaginé et rêvé par tout ce beau monde qui avance tranquillement dans son agenda politique en espérant pouvoir mener en bateau la majorité du Hirak. Rien n'indique en effet que Gaïd Saleh, devenu le vrai patron du pays, bien malgré nous, tienne vraiment à ce controversé scrutin du 4 juillet pour lequel il n'a préparé ni instance de surveillance, ni ordonné au parti du pouvoir, le FLN, le RND, le TEJ et le MPA de battre le tambour pour rameuter la foule. Tout se passe comme si le chef d'état-major de l'armée a lancé cette échéance comme un leurre à la classe politique et à ses adversaires, histoire de les occuper et détourner leur attention. Il sait qu'il est quasiment impossible d'organiser une présidentielle à cette date alors que le peuple algérien est dans la rue depuis bientôt 15 semaines. Pendant ce temps, il envoie par fournée d'anciens hauts responsables, des hommes politiques et des hommes d'affaires en prison pour faire croire que la justice a retrouvé son indépendance et que lui, El Gaïd, est devenu miraculeusement un justicier et un redresseur des torts, indépendamment de la véracité des accusations qui sont portées contre Ouihia, Sellal, Haddad, Ben Younes, Roul, Toufiq et autres, Tartag, Kouninef. Et ces arrestations spectaculaires sont destinées à être mises à l'actif du vieux général. Le peuple apprécie évidemment que ces vautours qui voulaient le priver même du yaourt soient coffrés et traînés devant les tribunaux. Mais il veut que cela se fasse dans le cadre d'une nouvelle Algérie, où la force reviendra à la loi et non pas à la loi de la force. Oh, jusque-là, c'est le soldat Gaïd Saleh qui dicte sa loi et tout le monde, y compris au peuple algérien, qui ne lui a pourtant pas donné mandat. Le vieux général semble prendre goût à l'exercice de retrouver face à la caméra et lire un long discours politique sur temps monocorde chaque lundi. Il s'improvise une visite d'inspection à une des régions militaires et chaque mardi, il se pointe devant le peuple qui en a marre d'attendre pour lui faire la leçon et parfois le menacer. On est curieux de savoir ce que va nous justement sortir demain le patron de l'armée à partir de Tamanrasset. Le report de la présidentielle du 4 juillet étant pratiquement acté, il va peut-être appuyer l'exégèse constitutionnelle selon laquelle l'article 103 autoriserait le prolongement de l'intérim du président de l'État, Abdelkader Ben Saleh. Gaïd Saleh aura ainsi 3 mois, non pas pour rendre la souveraineté au peuple comme il l'a promis, mais pour trouver, espère-t-il, l'homme providentiel qui va lui permettre de contrôler le palais d'El Mouradia, depuis les Tagarins, pour assurer ses arrières pour quelques années encore. Mais cette fois, le peuple ne semble pas prêt à se laisser voler sa révolution, ni à subir une ruse de guerre du vieux général. L'été politique promet d'être chaud en Algérie. Pas de vacances et point de quartier pour les animateurs du mouvement populaire.
Salam alaikum, bonsoir, chers téléspectateurs. Je vous retrouve dans une nouvelle émission, l'Algérie à la croisée des chemins. On aura avec nous sur le plateau M. Brahim Younsi, ancien cadre du MDA. C'est Brahim, marhaba bik, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir aux téléspectateurs et bonsoir à notre ami qui est là, c'est Nazim. Bonsoir. Je le présente avant vous. Et on aura aussi, comme vous l'avez entendu de la bouche de M. Brahim Younsi, Nazim Zaidi, qui est un militant du parti UDS de Karim Tabou. Nazim, marhaba bik, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous pour l'invitation. De l'avoir sur le plateau. Je vous remercie. On est très contents aussi. On est très content de vous avoir aussi. On aura aussi par Skype, depuis Constantine, Abdelwahab Zaatri, polytechnicien. C'est Abdelwahab, marhaba bik, bonsoir. Bonsoir, salam alaikum. Alaykoum salam. Alaykoum salam, marhaba bik, c'est Abdelwahab. Et aussi, on aura le plaisir d'avoir avec nous par téléphone M. Mohsin Belabbas, président du RCD depuis Alger. Si Brahim, je vais commencer par vous, cette émission, marhaba bik une autre fois. Comment, donc, quelle est votre lecture par rapport à la situation qu'on vit? Beaucoup d'experts, beaucoup d'analystes qui suivent l'actualité algérienne disent qu'on est dans une situation inédite et l'obstination du pouvoir à rester dans les limites du cadre constitutionnel nous a poussé peut-être à se retrouver dans ce cadre. Le cadre constitutionnel, il n'y a plus de cadre depuis un moment déjà. Le cadre est remisé. La situation, et vous venez de le dire, elle est inédite. Elle est inédite dans la mesure où il n'y a aucun candidat, bien qu'on ait annoncé deux candidats à la dernière minute. Mais des candidats inconnus du public, inconnus des Algériens. Le Conseil constitutionnel va-t-il, oui ou non, valider ces deux candidatures? Ça m'étonnerait. Mais la constatation qu'il faut faire, me semble-t-il, est que le pouvoir est dans un état de déréliction totale. Il est isolé et totalement isolé. Il n'a plus de marge de manœuvre, ou ces marges de manœuvre se rétrécissent de plus en plus. Vous avez parlé de l'article 103 tout à l'heure, pour dire qu'il permettait au chef de l'État actuel, par intérim, de proroger la durée de... Non, l'article 103 ne lui donne pas le pouvoir de proroger quoi que ce soit. Il n'a pas le droit de le faire. L'article 103, à ma connaissance, dit la chose suivante. C'est que les candidatures ou les candidats validés ne peuvent pas se retirer. Sauf en cas d'empêchement grave constaté par le Conseil constitutionnel ou en cas de décès, évidemment. Voilà la limite de l'article 103. Bon, il y a d'autres mécanismes, mais l'essentiel est là. Et les candidats validés par le Conseil constitutionnel n'ont plus le droit de se retirer. Or, jusqu'à maintenant, il n'y a pas de candidat validé. Quant à la situation globale, il faut que nous sortions de cette constitution, une constitution qui n'a jamais été véritablement appliquée dans sa globalité. Elle n'a jamais été quasiment appliquée. Toutes les constitutions que nous avons eues n'ont jamais, quasiment, depuis d'ailleurs celle de 63, et j'en avais très longuement parlé avec l'ancien président de la République, Ahmed Ben Bella, que Dieu ait son âme, sur l'application de la Constitution. Et lui-même avait reconnu qu'il n'avait pas appliqué scrupuleusement la Constitution. Il avait agi un peu dans le contexte dans lequel nous nous trouvions. Ensuite, nous sommes restés 14 années sans Constitution. 14 années sans Constitution. Et nous avons eu une Constitution en 1976 qui a été inspirée de l'extérieur par le contexte international. Et pourquoi donc cette obstination du pouvoir, rester dans ce cadre constitutionnel, alors qu'on se dirige vers un vide constitutionnel? Nous avons été toujours dans le vide constitutionnel. On a donné un cadre. Le système, la Constitution n'a pas changé la nature du système.
Le système est resté un système, il est encore un système autoritaire. Ce n'est pas un système démocratique, malgré des articles que l'on peut s'approprier. Mais constitutionnellement, le système n'est pas un système démocratique parce qu'il a agi par l'autorité, par le décisionnisme. Il a toujours été pour la décision. C'est lui qui décidait. Voilà, la situation dans laquelle nous sommes. Constitutionnellement, le chef de l'État par intérim, Ben Saleh, n'a pas le droit d'aller vers d'autres. La Constitution le lui interdit. Par exemple, l'article 105, pour instaurer l'état d'urgence ou l'état de siège. Et puis, bon, l'article 107 aussi, il ne peut pas le mettre en œuvre du tout. L'État, encore le 105, il peut le faire si l'Assemblée, les deux chambres se réunissent et lui donnent l'autorisation de le faire. Et il faut qu'il consulte le Conseil constitutionnel, il consulte le Haut Conseil de sécurité, etc. Là, il peut le faire, il peut déclarer l'état d'urgence ou l'état de siège. Mais l'état d'exception, il ne peut pas le faire, il n'a pas le droit de le faire. La Constitution, cette Constitution-là, la sienne, ne lui donne pas le droit de le faire. Très bien. Je reviens à vous, Nazim Zaidi. Marhaba bik une autre fois. Nazim Zaidi, depuis le début de la crise, le pouvoir n'a fait que manœuvrer et préconiser de fausses solutions. Misant tantôt sur l'essoufflement de la mobilisation, tantôt sur la répression ou la division pour l'ordre, le coup et la contestation. Est-ce que vous pensez que le régime est désespéré à imposer sa solution? D'abord, je voudrais dire que ce régime est désespéré depuis déjà au moins 10 ans. Parce qu'un régime qui n'a pas pu se régénérer, qui n'a pas pu avoir un autre candidat que Abdelaziz Bouteflika, déjà au 3e mandat, ils n'arrivaient pas à trouver un consensus entre eux pour prendre un autre candidat. Ils ont dû écraser la Constitution et la modifier pour permettre à Abdelaziz Bouteflika de se présenter au 3e mandat. Et ça, en 2009. En 2014, malgré l'AVC, ils n'ont pas réussi à se régénérer. Ils ont dû, encore une fois, remettre Abdelaziz Bouteflika, car c'était le seul candidat qui permettait le consensus. Et cette fois-ci, ils ont voulu aller au 5e mandat. Donc ce régime... Consensus entre eux. Entre eux, bien sûr. Pas de consensus national. Ils sont loin de regarder dans la scène politique. Mais à ce moment, si vous avez un régime qui n'arrive pas à se régénérer, qui a toujours le même candidat, parce que les soutiens de Bouteflika de 99 sont les mêmes soutiens qui ont voulu le 5e mandat, et aujourd'hui, ce sont les mêmes qui se sont mis au garde à vous après les déclarations d'Ahmed Gaïd Salah. Et je vais juste contredire ce que vous avez dit en parlant de l'article 103. Certes, ça reste une manœuvre pour eux, pour une raison, parce que, bon, on sait qu'ils ne respectent pas la Constitution, mais l'article 103 pourrait leur permettre d'ajouter 60 jours à Ben Salah. Mais pour moi, ça prouve quoi? C'est une question pour gagner du temps par rapport à la feuille de route qu'ils ont. Ils ne cherchent qu'à gagner le temps. De quelle manière il peut ajouter? C'est l'article 103 qui le stipule. Si les élections sont annulées pour des raisons de retrait ou des raisons exceptionnelles concernant l'un des deux candidats au 2e tour. Oui, bien sûr. C'est au 2e bien sûr, mais là on est. Nous ne sommes même pas au 1er tour. Oui, nous ne sommes même pas à des élections, monsieur. Oui, mais justement. Mais nous ne sommes pas au 2e tour. J'aimerais croire en leur bonne foi d'application des articles comme ils sont. Ils n'appliquent aucun article. Donc je me doute bien qu'ils pourraient jouer sur ça pour ajouter 60 jours. Sauf que pour moi, c'est encore une fois une preuve de manque de visibilité. Parce que si les journaux des chaînes pro-système nous parlent de l'article 103, il y a un risque d'application de cet article. Et c'est un manque de visibilité et de perception dans le temps. Parce que 60 jours, pour eux, leur court terme se résume à 2 mois. Leur long terme se résume à 1 année. Mais cette génération, son court terme, son court terme est de 5 ans. Son moyen court terme est de 10 ans. Notre long terme à nous, c'est 30 ans. Il y a un grand décalage entre eux et nous. S'ils veulent jouer sur l'essoufflement, ce sont eux qui seront à bout de souffle. S'ils veulent jouer avec des discours de mener Ahmedou Yahya ou un autre au tribunal, comme on l'a vu aujourd'hui, c'est juste pour nous refermer sur une sphère de débat qui n'a ni queue ni tête et nous empêcher de poser les vraies questions, le vrai débat. Très bien. Abdelwahab Zaatri, qui est avec nous depuis Constantine via Skype. Abdelwahab Zaatri, marhaba bik.
Yatik Saha, merci d'avoir accepté notre invitation une autre fois. Abdelwahab Zaatri, insister sur le scrutin du 4 juillet et on voit clairement maintenant avec tous les données qu'on a que ce scrutin, il n'y aura pas lieu. C'est fort possible qu'on n'aura pas d'élection. Quelle option il a ce régime en face de lui? Le problème avec ce régime, il est fondamentalement le suivant. Ce régime a choisi depuis 1962 une manière de gérer totalitaire et qui a recours à la confrontation et à l'agressivité au lieu de négocier et de discuter et de laisser participer la société dans son ensemble. C'est ça notre problème et nous ne sommes pas les seuls. Tous les pays qui ont des régimes totalitaires comme le nôtre ont échoué parce que ce régime ne s'est produit que le hagra, la corruption, ne se réunit que contre un compétent et finit par trahir le pays en fait. Donc c'est un système qui est voué à l'échec, quoi qu'on fasse. Pour l'embellir, pour jouer tactiquement tous les scénarios, ça ne marche pas. C'est des systèmes qui sont dépassés et la société algérienne, elle a totalement raison. Si ce n'est pas un peu trop tard, elle a le droit et elle a le devoir d'exiger le changement vers une véritable démocratie participative, populaire, comme ça a été choisi par nos parents et nos grands-parents lors de la révolution de novembre. Donc, tout est clair. Ce système, même si on le laisse, même s'il s'embellit, il finira par produire l'échec. Et donc, c'est fini, on n'en discute plus. Il faut changer ce système. Maintenant, ce système ne sait pas faire sa mue de lui-même. Et donc, nous l'avons aidé, la société l'a aidé. Des millions de citoyens sortent chaque vendredi dans la rue pour demander ce changement. Ce qui se passe, c'est que l'armée et l'état-major s'est imposé comme autorité absolue et il veut nous imposer des solutions sans négocier. Là est le problème. Nous voulons la démocratie, l'armée, ou pas l'armée, je ne parle pas des militaires, je parle du staff qui gère, qui s'impose comme autorité absolue. Donc entendons-nous bien sur ça. Ceux-là veulent rester dans le même système classique de domination dans lequel peut-être qu'ils peuvent changer de figure quand les citoyens en ont marre d'un président qu'ils ont emmené et ils le changent par un autre et puis le système se propage dans le temps et ça continue. Mais cela ne marchera pas. Toutes les subterfuges, même le dernier subterfuge, ça n'a pas marché. Le vote, imposer le vote pour le 4 juillet, ça ne marche pas et ça ne marchera pas. Il y a une seule solution. Le régime doit changer de cette attitude de confrontation ou de croire que nous sommes une extension de la caserne. Nous ne sommes pas une extension de la caserne. Il nous parle, le Gaïd Salah nous parle comme si nous étions naturellement une extension de la caserne. Non, nous voulons choisir nos responsables et non pas qu'ils viennent s'imposer par l'arme, peuvent-ils être des généraux ou quoi que ce soit, comme le du western des cowboys. Voilà un petit peu, le vrai problème n'est pas dans ce qui arrive, c'est dans ce manque de dialogue et dans cette attitude des militaires à vouloir s'imposer comme des chefs d'orchestre malgré nous. C'est ça le vrai problème qu'il faut discuter, je crois, oui. Très bien. Vous-même, vous êtes prof à l'université, c'est Abdelwahab, et on a vu le mouvement des étudiants qui sortent par milliers chaque mardi donc, pour approuver ce qu'a dit le peuple haut et fort tous les vendredis par millions. Comment vous voyez donc cet engouement populaire qui est en train de monter en force semaine après semaine, alors que de l'autre côté, on est en train de voir un entêtement du système à essayer de déjouer ces revendications? Mais c'est cela le conflit. Ceux qui veulent gérer ce conflit semblent être incompétents aujourd'hui à comprendre la réalité du terrain.
Ces jeunes, ces étudiants qui s'accumulent année après année pour aller vers le chômage ou pour aller mourir dans la mer ou pour aller s'exiler dans les différents pays, alors qu'ils ont un pays très très large, un pays très très riche. Ces jeunes-là n'ont plus le choix, au lieu de se laisser mourir ou pourrir dans un système comme celui-là, ils ont décidé de se défendre et ils se défendront chaque jour s'il le faut. Bien sûr, ils doivent le faire parce que tous les postes, tous les enfants de la nomenclature ont construit des sociétés virtuelles où il amasse des fortunes, son travail, son compétence, son formation. Ils ont tout pris, les terres, les biens, ils ont leurs parents ont placé de la transférer de l'argent algérien vers les pays européens. Donc ces jeunes n'ont plus rien, ils n'ont que le chômage, que la misère, que la mer à prendre, donc le harga, ou aller vendre leurs talents dans les différents pays, parfois à des prix de façon inégale. Donc, ils doivent se défendre, ils doivent rester ici et se battre jusqu'au bout. Maintenant, ceux qui sont en face, ils ne savent pas négocier. Ils ne comprennent pas que le temps a changé, l'histoire a changé, l'Algérie a changé en quelques mois, l'Algérie s'est transformée totalement, ils n'ont plus de place, on n'acceptera plus l'incompétence, le hagra, les traîtres qui nous jettent, ces jeunes n'accepteront plus ça. C'est en négociant de comprendre cela et de permettre justement à ces jeunes de se faire représenter et de dialoguer, y compris avec l'état-major, donc pour trouver des vraies solutions et non pas de leur imposer leur choix. Très bien, reste avec nous, Abdelwahab Zaatri. Brahim Younsi, je reviens à vous, un petit sourire. Abdelwahab Zaatri a dit que l'Algérie a changé et que l'Algérien ne va pas accepter le diktat du système. Et il l'a montré comme quoi il veut changer le système. Qu'est-ce que vous en pensez? Il est vrai que l'Algérie a considérablement changé. Même la société civile que je considérais comme périphérique a changé. Je vois aujourd'hui une société civile qui est intégrée dans le peuple, qui est issue du peuple. Ça c'est un changement fondamental. C'est un changement fondamental. Le régime, le système ne l'a pas compris apparemment. Il ne l'a pas compris, il ne l'a pas saisi. Est-ce que c'est une question de compréhension ou est-ce que c'est une question de volonté aussi? Non, c'est les deux. Mais je crois qu'il n'a pas compris sa société. Je crois qu'il n'a pas analysé suffisamment sa société. Il n'a pas vu que la société a considérablement changé. D'ailleurs, nous aussi, moi, je ne pensais pas que la société algérienne avait changé à ce point. Un changement extraordinaire. On était tous surpris par cette révolution historique extraordinaire qui est dans sa 15e semaine maintenant. D'une part, même sociologiquement, le peuple algérien s'est transformé. Il y a eu une transformation. Il y a eu une transformation de ce peuple, de sa jeunesse. Le problème maintenant de la révolution continue. J'ai dit la dernière fois, Saint-Just disait qu'il ne faut pas faire les révolutions à moitié. Si on les fait à moitié, on creuse son propre tombeau ou son tombeau. C'est ça le problème. Mais je veux revenir à l'article 103. La question des 60 jours, prorogation de 60 jours, n'existe pas dans l'article 63. Ça, je peux vous le dire. Certes qu'ils sont en train de parler, c'est Ibrahim. Mais c'est la loi. Ils sont en train de justifier qu'ils peuvent, dans ce cas, l'article 103 est inapplicable. Appliquer l'article 103. Oui, mais il est inapplicable. Mais il ne peut pas correspondre à la situation dont on est. Oui, l'article 103 ne peut être appliqué que s'il y a des candidats validés. Point. Maintenant, il y a dans le cadre du deuxième tour. Et ça, c'est la loi relative au régime électoral qui le prévoit parce que ce n'est pas dans la Constitution. C'est la loi qui le prévoit. Et ça, c'est autre chose. D'accord? Mais la Constitution étant supérieure à la loi, logiquement, c'est la Constitution qui doit l'emporter sur la loi, étant donné la situation. Maintenant, on nous dit qu'il y a deux candidats qui ont déposé des dossiers. Le Conseil constitutionnel va-t-il, oui ou non, les valider? Le problème du pouvoir aujourd'hui, du régime, c'est qu'il est dans l'impasse.
dans l'impasse totale. C'est la raison pour laquelle j'ai parlé de déréliction, c'est-à-dire qu'il est totalement isolé. Même les candidats qui étaient proches du cercle du pouvoir, comme Sahlé, comme Belhaïd, ils se sont retirés. Ils savent très bien que ces élections n'auront pas lieu. La question que l'on peut se poser, et c'est là où il y a la ruse, hein, il y a la hila, hein, du système. C'est pourquoi n'a-t-il pas habituellement, il présente un candidat, son propre candidat, avec un consensus ou sans consensus. Aujourd'hui, le chef d'état-major aurait pu imposer un candidat du pouvoir, du système. Or, il n'y a pas eu de candidat du système cette fois-ci. Et il n'y en a pas. Y en aura-t-il? Bon, les jeux sont fermés. Les jeux sont fermés, à moins que l'on proroge en dehors de la Constitution. Mais comme nous sommes dans un vide constitutionnel, comme la Constitution n'a jamais été respectée, et comme Gaïd Salah est le souverain, parce qu'il a créé une situation exceptionnelle, nous sommes dans une situation exceptionnelle, en dehors de la Constitution. À ce moment-là, il peut le faire. Mais à ce moment-là également, Gaïd Salah, l'état-major, se fait pyromane. Il risque de déclencher l'incendie. C'est ça le problème qui est en jeu. Parce que nous sommes totalement en dehors de la Constitution et le régime ne respecte aucun article de la Constitution. Est-ce qu'on peut dire, Brahim Younsi, et le titre de l'émission est très clair, l'Algérie à la croisée des chemins, est-ce qu'on peut dire que le pays se retrouve donc à la croisée des chemins, on fait devant deux choix aux antidotes de l'un et de l'autre. Là, vous dites qu'on se retrouve dans une situation inédite et qu'on aura du mal à appliquer l'article 103. Ce n'est pas du mal, en principe, on ne peut pas l'appliquer. On ne peut pas l'appliquer. Très bien. Donc, qu'est-ce que vous pensez donc de cette situation? Oui, l'Algérie a été maintes fois à la croisée des chemins. Mais cette fois-ci, c'est très, très sérieux. Très sérieux, pourquoi? Parce que le peuple est devenu l'acteur majeur. Le peuple est devenu l'acteur majeur. Et le régime, l'état-major, les conseillers de l'état-major ne peuvent pas ne pas le savoir. Ils savent que le peuple aujourd'hui a repris tous les espaces. Et même l'espace électoral, entre guillemets, il vient de le phagocyter, il vient de le prendre. Parce que les élections n'auront pas lieu. Les élections, en principe, n'auront pas lieu. Et on voit l'aéropage du système, y compris l'association des Moudjahidines, qui jusqu'à maintenant soutenait, bec et ongle, le système et le régime, parlent de période de transition, d'une phase de transition. Et tout le monde aujourd'hui est en train de parler de transition. Et je crois que cette transition-là, et une information juste pour... est inévitable, oui. Saïd Abbadou, qui est le président des Munazzamat al-Moudjahidine, il a été démis de ses fonctions. Bon. Parce qu'il a appelé à la transition vraisemblablement. Mais dire que c'est ça aussi l'isolement du régime. C'est ça l'isolement du régime. Il est dans la déréliction totale, il est dans l'angoisse et il est dans le découragement, ce qui n'est pas le cas d'ailleurs du peuple, heureusement. Nazim Saïdi, je reviens à vous. Les jeunes ont joué un rôle extraordinaire dans cette révolution, la révolution du sourire, comme ils l'ont appelé les Algériens, depuis le 22 février. Est-ce que vous pensez qu'on est dans une autre Algérie, une Algérie nouvelle, qui n'acceptera pas qu'on lui dicte qui sera son président ou le régime qui va continuer avec ses pratiques depuis 1962, pas seulement depuis 20 ans? D'abord, il ne faut pas être dupe. Nous n'allons pas construire une Algérie nouvelle en une année, ni en 2 ans. Il faudra un processus qui va mettre 10, 15, 20 ans. La jeunesse a le temps de le faire. Nous sommes prêts à ça. Sauf qu'il y a des acquis qui sont de très beaux acquis. Et d'ailleurs, je pense que c'est une analyse que je fais moi-même, c'est que les nouveaux partis qui ont été agréés par ce système sont là pour remplacer les anciens partis. Parce que plus jamais vous ne verrez un tête de liste FLN ou RND
dire qu'il a remporté des élections législatives avec 2500 ou 6000 ou 20 000 voix ou 40 000 voix. C'est fini. Ces partis sont finis. Ils n'ont aucune crédibilité. À l'époque, ils jouaient sur le fait qu'il n'y ait pas d'électeurs. Les dernières législatives, il y a eu un taux de participation de 12%. Aux prochaines législatives, si nous sommes dans une phase de transition et avec une certaine confiance, parce que quel que soit X, on n'aura pas de confiance totale. Mais si on arrive à ça, vous aurez un taux de participation de 80%, de 75%, conduit par des jeunes. Et si les listes électorales, je le dis, si les listes présentent des personnes qui dépassent la soixantaine, ils n'auront aucune chance. Et je défie le FLN de nous montrer des jeunes, le RND de nous montrer des jeunes qui sont pro-FLN, pro-RND. Ça n'existe pas, ça n'a pas existé depuis, je pense, l'indépendance. Depuis 1962, le FLN est vide, le RND est vide, le TAJ n'est nulle part. Mais au niveau du Parlement, on les retrouve. Ça, c'est un acquis. Nos APC ne seront plus dirigés par des incompétents. Ils ne profiteront plus de ce vide-là. Aujourd'hui, il y a un éveil politique qui s'est fait et qui fera en sorte d'avoir une nouvelle classe politique. Quand vous parlez de l'éveil politique, on a vu des étudiants en force et beaucoup disaient que les universités ne jouaient pas leur rôle, c'est Brahim, ces dernières années, que l'élite ne faisait pas son travail par rapport au constat que vit l'Algérie, par rapport au débat politique. Mais tout a changé depuis le 22 février. Qu'est-ce que vous en pensez par rapport donc, à cette force estudiantine? Moi, je pense que cette force est venue du fait qu'ils ont compris qu'ils n'avaient plus besoin de demander une autorisation à un régime qu'ils ne reconnaissent pas. Parce que les recteurs sont désignés par le président de la République. Vous pensez qu'ils sont désignés sur quelle base? Sur la base d'être proches du cercle présidentiel ou du cercle des proches du président. Et donc, c'est des postes politiques. Ils ont permis de fermer l'université, d'interdire les conférences. Moi, en tant que jeune, j'ai fait 2 ans d'études à l'université de Béjaïa. Et pour organiser une conférence débat, c'est toute une histoire. Souvent, les étudiants sont confrontés à un rejet d'autorisation de la part des cités universitaires ou par le rectorat, etc. Mais ces universitaires, plusieurs fois, surtout, j'ai toujours dit, je salue les étudiants de Béjaïa parce qu'ils ont toujours fait leurs conférences malgré le refus. Ils étaient prêts à recevoir la police s'il le fallait pour tenir cette conférence. Et aujourd'hui, quand on voit, quelle belle image de voir que l'université à Alger a fait un vote pour savoir est-ce que les universitaires allaient être en grève toute la semaine ou reprendre les études et faire grève que le mardi. Pas grève. Le mardi, c'est la marche. Oui. Et il y a eu plus de 3000 participants à ce vote. Et il y a eu 52% qui ont voté pour le retour aux études et la marche le mardi. Et c'est ce qui se fait. L'étudiant algérien a donné une leçon démocratique à ce régime. C'est qu'il y en avait quand même 48% qui étaient pour la grève. Et souvent, on nous a traités d'étudiants qui font grève pour ne pas étudier. Ben, c'est faux. Très bien. Je vais poser la question à Abdelouhab Zaatri. Comment expliquer cet éveil des étudiants, une force extraordinaire, des marches par milliers chaque mardi pour soutenir donc le Hirak? Là, c'est la réalité du terrain qui a donné de l'intelligence et du savoir-faire aux jeunes étudiants. Ils voient la réalité, comme je l'avais décrit tout à l'heure, comment les enfants de la nomenclature ont tout pris pour eux. Ils n'ont rien laissé pour les autres. Ils n'ont laissé que la misère, le hagra, l'isolement, la négligence et tout. Donc, ces jeunes-là se sont retrouvés avec rien du tout. Ils ont beau faire des études ou ne pas faire, avoir du talent ou ne pas en avoir, il n'y a rien. C'est le noir, ou le plus qu'une infra noire devant eux. Donc, ça, c'est le premier choc. Deuxièmement, c'est une génération de l'Internet, des masses médias libres. Donc, ils sont au courant de tout ce qui se passe à travers le monde, à tout moment. Ils ne peuvent pas rester en décalage pour longtemps. Donc, ils ont les moyens maintenant
de se mettre à jour. Et ce sont les deux raisons qui ont propulsé la jeunesse algérienne en général et les étudiants en particulier vers le front social pour conquérir leur liberté, pour conquérir leurs droits. C'est leur pays. Ce n'est pas le pays des frères de Bouteflika et leurs enfants, de Hadek Toufir, de ces traîtres qui sont heureusement maintenant en affaire avec la justice et les prisons. Donc, ces gens-là leur attitude va être renforcée jour après jour parce qu'ils sont maintenant dans le combat, ils ont décidé de changer et de prendre en main leur pays au lieu de les laisser à des gens qui, dont l'âge moyen dépasse les 70 ans et qui ne veulent rien céder et en fait, ils n'ont emmené le pays que vers la catastrophe depuis qu'ils l'ont en main. Il y a un autre problème aussi, c'est que l'état-major ne peut pas continuer à discuter avec ces jeunes, ou ne même pas discuter, à leur donner des ordres au travers d'une caserne. Chaque semaine, on leur fait un discours, chaque mardi que les jeunes sortent, on leur fait un discours d'une caserne, comme s'ils étaient une extension d'une caserne, comme si c'était des soldats qui n'ont pas à réfléchir, mais seulement à obéir. Nous ne sommes pas dans une caserne. Ces jeunes-là ont une meilleure formation que les gens les officiers militaires, donc qui font partie de ce staff avec lequel Gaël Saleh coopère. Donc, pour moi, c'est tout à fait naturel. Les temps changent, le monde change, l'Algérie change aussi, et c'est urgent. Et si il reste deux opportunités en fait pour l'Algérie, ou bien l'état-major, il comprend et il coopère et il se met d'accord avec nous qu'il est nécessaire de céder le pouvoir, ce pouvoir totalitaire, militaire, vers un pouvoir civil, démocratique, populaire. Si c'est comme ça, tout ira bien. Les procédures et les méthodes pour faire ce transfert vers cette démocratie, il n'y a pas de problème. Quelle que soit la procédure, l'objectif reste le même. Mais s'ils sont tête à des attitudes tactiques de jouer avec nous pour récupérer le pouvoir comme avant, ce n'est pas possible et le risque est aussi grave pour toute l'Algérie, y compris ceux qui nous gèrent. Ils vont se retrouver à la place de Bouteflika et ses frères et aussi à la place de Toufir, ceux qui se croient malins aujourd'hui dans le staff militaire et des dirigeants, l'état-major. Ils pourront se retrouver quelques mois après dans une attitude pire peut-être que celle de Saïd Bouteflika, Tartag et Toufik. Très bien, très bien. Sibrahim, quand on assiste à des arrestations d'anciens généraux, et là on a toute une liste d'anciens hommes politiques, des anciens premiers ministres, des anciens ministres qui sont convoqués par la Cour suprême. D'un côté, Gaël Saleh, il dit que je suis avec le peuple, je vous ai compris. Mais de l'autre côté, on voit que le comportement est en contradiction par rapport à ce qu'il dit. Est-ce qu'on est dans cette lutte de clans où le système veut se régénérer? Tout ça, c'est de la poudre aux yeux. C'est de la poudre aux yeux. On ne lui demande pas, le peuple ne lui demande pas de faire ce qu'il fait. On ne lui demande pas de judiciariser tout de suite. Lui, il judiciarise. Quand au rugby, on dit c'est botter en touche. Il botte en touche. Mais ce n'est pas ce qu'on lui demande. La justice peut attendre. On peut prendre des mesures conservatoires à l'égard de tous ceux que l'on soupçonne, etc. Mais l'essentiel de l'essentiel, c'est l'Algérie. Mais lui, il dit aussi que, vous voyez, Algérienne, je suis en train de lutter contre la corruption. C'est ce que j'appelle la poudre aux yeux. On ne lui demande pas de lutter contre la corruption. Il y en a d'autres plus propres que lui qui doivent le faire. Quelqu'un le lui a dit, je crois qu'il le désignait. L'ancien directeur général de la Sûreté nationale lui a dit la chose. Il lui a dit, si on veut si on veut combattre la corruption, il faut être propre soi-même. Et je crois qu'il s'adressait au Bouteflika, certainement, mais à Gaël Saleh sans doute. Donc Gaël Saleh ne peut pas, personne ne lui a donné cette mission. C'est la mission du nouveau régime, de la nouvelle République. Les seules mesures qu'ils peuvent prendre, c'est des mesures conservatoires.
Ne pas laisser les gens s'enfuir. D'ailleurs, certains, comme Abdeslam Bouchouerb, est à l'étranger, il est en France. Bon, maintenant, demander une extradition, son extradition va prendre du temps. La France va-t-elle le faire ou ne va-t-elle pas le faire parce qu'il est aussi français? Et il y en a d'autres. Est-ce que Saadani, l'ami de Gaïd Salah, va-t-il être concerné par ces mesures-là? Pourquoi tous les proches de Gaïd Salah, qui sont des corrompus, connus, n'ont pas été inquiétés? Ça veut dire qu'il est en train de donner en pâture ceux qui étaient la vitrine du système, à l'exception de Saïdani, par exemple. Gaïd Salah est en train de nous jeter de la poudre aux yeux. Personne ne lui a demandé ça. Les Algériens lui disent de laisser le pouvoir, de laisser les Algériens, parce qu'il y a une nouvelle Algérie qui est en train d'éclore, qui sort. Et cette nouvelle Algérie veut autre chose et demande à Gaïd Salah de s'en aller et de prendre la route de la transition. Et cette transition, autant qu'il est possible, pour éviter à notre pays un nouveau drame, qu'elle soit consensuelle. Même si certains d'entre nous, et moi le premier, nous devons écraser j'allais dire nos haines, mais écraser nos douleurs, parce que nous avons des douleurs qui sont ouvertes et des plaies qui sont encore béantes, parce que nous avons perdu des gens, des frères, des neveux, des membres de nos familles. Et il y a encore des mères qui cherchent leurs enfants disparus, etc. C'est tout cela. L'Algérie, c'est tout cela. Et Gaïd Salah est responsable, peut-être coupable, de cela également. De cela et pas seulement de la corruption. Voilà ce que les Algériens lui demandent. Les Algériens lui demandent, je le pense, d'aller vers la transition, et c'est ce que la révolution ne cesse de répéter depuis au moins 14 semaines. Tous les vendredis, c'est ce que lui dit la rue, c'est ce que lui dit la révolution. C'est la transition. Une transition vers quoi? Beaucoup l'ont expliqué et explicité, vers une constituante souveraine du peuple, cette constituante qui doit donner à l'Algérie une nouvelle constitution et j'espère des traditions constitutionnelles, parce que ce régime-là, depuis qu'il est là, n'a pas enraciné des traditions et des valeurs constitutionnelles dans ce peuple. Mais la question aussi qui s'impose, Brahim Youssi, vous parlez de transition, comment elle doit être cette transition? Il y a qui disent qu'il ne faut pas parler avec l'armée parce qu'elle ne doit pas être concernée, qu'elle doit retourner aux casernes. Mais on reviendra sur cette question. Oui, si vous voulez, mais la question, on ne peut pas. C'est vrai que le peuple dit Trohouga. Et bien sûr, c'est comme dans le jeu de bowling, vous faites un strike, il veut faire son strike, mais l'armée est là. On ne peut pas l'éviter. Moi aussi, je veux que l'armée s'en aille et s'occupe de ses affaires, et que la prééminence ou la primauté du civil revienne, que la primauté du civil soit effective. C'est clair, mais nous allons vers cette prééminence, cette primauté du civil sur le militaire. Et il faut absolument que l'armée, et il n'y aura pas de dualisme, l'armée d'un côté et le pouvoir civil de l'autre, l'armée doit rentrer dans ses casernements et elle a tardé à le faire. Très bien. Nazim, qu'est-ce que vous en pensez quand El Gaïd Salah a dit dans un discours à Ouargla qu'il n'y avait pas de représentants de ce Hirak, qu'il n'y avait pas d'élite pour représenter ce Hirak, pour qu'il y ait une vraie discussion, une négociation de transition? Moi, ça me fait rire, parce que je pense qu'à peu près, il y a plus de 60% du peuple algérien qui a un niveau d'études plus élevé que cette personne-là. Quand on est en 4e année primaire de niveau d'études, le 5e année algérien a un niveau d'études plus élevé. Donc il n'y a pas d'élite. Eux cherchent depuis le premier jour de cette révolution, je ne l'appelle pas Hirak parce que c'est leur terme, ils veulent diminuer de son ampleur. De cette révolution, depuis le premier jour, cherchent des représentants. Pourquoi? La Kabylie, on a fait l'expérience des représentants.
Quand il y a un représentant, il est très facile pour eux de jouer sur ces représentants, d'essayer de les corrompre, d'essayer de les approcher, de les rapprocher. Et ça a été l'échec de la révolution en Kabylie. Ce Hirak n'est pas un parti politique. Il est la voix du peuple. Mais nous sommes divergents sur plusieurs points. Il y a toutes sortes de tendances à l'intérieur de ce mouvement, sauf que nous nous sommes entendus, pas explicitement, mais implicitement, on l'a fait, sur le départ du système. Et je reviendrai quand ils disent « Yitna Haouga », c'est vide de sens. Bien sûr que non. C'est à notre élite politique de donner un sens politique à Yitna Haouga. Bien sûr que le peuple va dire « Yitna Haouga » et c'est à nos partis, s'ils existent, à nos politiciens, à nos sociologues, de comprendre et de donner une portée politique à cette phrase-là, parce qu'elle est forte. Ce n'est pas un mot comme ça qui est sorti d'un coup. Il a été repris par des millions d'Algériens. Certes, c'est un jeune qui l'a dit à la télé, mais il a dit pour montrer qu'il voulait que tout cet mandoma disparaisse. Et oui, Yitna Haouga, pour moi, Yitna Haouga, c'est quoi? Le Parlement doit partir, le Sénat doit partir, le gouvernement doit partir, Ben Salah doit partir. C'est ça les 4 piliers de Yitna Haouga. Et après, quand on part vers l'institution militaire, elle a 2 choix. Soit retourner dans les casernes et garantir la non-implication dans les affaires politiques de l'État, soit la démission de cet homme fort de l'État face à son échec cuisant d'organisation des élections. Maintenant, s'ils veulent gagner du temps, qu'ils gagnent du temps, parce que le Hirak, la révolution comme elle est, ne comptait pas sur une annulation des élections par Gaïd Salah ou par Bedoui ou Ben Salah. C'était clair que le 4 juillet, il y a un appel à une grève nationale et à une manifestation grandiose pour empêcher les élections. Nous n'allons pas accepter que ce soit une décision qui vient d'annuler les élections, comme ils ont voulu nous faire croire que Bouteflika a été retiré par l'armée. Non, Bouteflika n'a pas été démis de ses fonctions, c'est le peuple qui l'a démis. Très bien. Abdelwahab Zaatari, je reviens à vous. Comment voir une transition, alors qu'on sait très bien que le Gaïd Saleh, qui est vice-ministre de la Défense, qui a été nommé par Abdelaziz Bouteflika, Ben Saleh lui-même, qui était du tiers du Sénat, nommé par Abdelaziz Bouteflika, est-ce qu'on est dans cette logique de Yitna Haouga? C'est ce que veut le peuple algérien? Oui, le peuple algérien s'est exprimé très très clairement en disant Yitna Haouga, cela est naturel. Tous les gens qui ont été responsables et qui ont accepté de prendre des responsabilités de très haut niveau ou même à des niveaux moyens, mais qui n'ont pas satisfait ou qui sont entrés dans le jeu de la corruption, du favoritisme, de la trahison en fait, parce que ce sont des gens qui ne sont pas dans le besoin. Un voleur, quand il est ministre, ce n'est pas un voleur. Un voleur, c'est quelqu'un qui n'a pas de quoi manger. Ce sont des traîtres. Donc, tous ces gens-là doivent être punis très très sévèrement. Et personne ne doit échapper. Ça, c'est une règle de base. Il n'y a pas de raison que nous acceptons un seul traître comme cela qui a démoli volontairement l'Algérie et puis qu'on le laisse en poste comme Premier ministre ou ministre ou sénateur ou député. Nous n'accepterons pas ça. Ils doivent être punis et plus sévèrement punis que tout autre citoyen moyen. Donc, c'est très clair et il ne faut pas faire une confusion que la société veut bousculer tout le monde. Ce n'est pas vrai. Il faut les juger un par un correctement, mais le prix à payer doit être très très cher parce qu'ils ont trahi tout un peuple, toutes des générations futures et l'histoire aussi de l'Algérie. Donc cela est clair et il ne faut pas croire que les citoyens veulent bousculer tout pour qu'on entre dans le chaos. Nous ne voulons pas le chaos. Ceux qui veulent le chaos, ce sont ceux qui ont pris le pouvoir et qui ont créé cette misère et l'échec en Algérie. Ce sont les responsables de l'échec aujourd'hui. Ce n'est pas les citoyens civils, ce sont les responsables de ce pays. Donc, il faut que ça soit clair. Et on ne va pas jouer sur les mots. Très bien. Ok. Allez-y, c'est Abdelwahab. Okay. Il y a un deuxième point. Oui. Maintenant, on ne vient pas comme dans un film western s'imposer. Moi, je suis l'autorité absolue. Un autre pharaon à la place
de Bouteflika. Nous n'accepterons plus de Pharaon. Hirak, c'est justement pour qu'il n'y ait de Dieu qu'Allah, pas d'autre Dieu, quel qu'il soit, et ce sont pour nous, citoyens, les chefs d'état-major ou tout autre responsable, ce sont des travailleurs pour l'État, ce sont des fonctionnaires comme tout le monde, et ils doivent faire leur boulot correctement ou bien ils doivent être punis sévèrement. Et ils ne peuvent pas s'imposer comme sauveurs de l'Algérie. Nous en avons assez et nous avons vu ce que Bouteflika, en tant que sauveur, où est-ce qu'il nous a conduit. Donc, la solution, c'est de négocier. On n'acceptera personne qui vient s'imposer à nous et qui nous forcer vers une démarche que nous refusons. Très bien. Et en plus, c'est une démarche... Oui, ok. Ok, اقعد معنا سي عبد الوهاب. سي ابراهيم, vous voulez La négociation, si on veut sortir dans le pacifisme, la négociation doit avoir lieu. Ce n'est pas moi qui vais la mener. Mais je crois quand on voit, la Ibrahim, comment négocier alors qu'on est en train de constater, et on voit une certaine logique, quand on voit le chef de l'armée qui a fait plus de 16 discours depuis le mois de février, depuis la caserne. Et est-ce que vous pensez qu'il y a une vraie intention de régenter la vie du pays? Bien sûr, mais je l'ai dit tout à l'heure. C'est avec qui négocier dans ce cas-là? Alors que dans l'autoritarisme, le système, il est dans sa logique. Oui, bien sûr, mais il n'est jamais sorti de sa logique. Il n'est jamais sorti de sa logique. Mais le peuple est en train de gagner des espaces. On a parlé tout à l'heure d'acquis. Il a acquis beaucoup de choses, le peuple. Et une victoire avec la prochaine annulation de l'élection présidentielle ou de la fausse élection présidentielle. Mais c'est vrai que le pouvoir est dans la radicalité. Il est dans la radicalité. Et le limogeage du patron de l'organisation des Moudjahidines, Saïd Abadou, je crois, son limogeage est un signe de radicalisation. Parce que, voilà, un homme qui a parlé de transition, on le limoge le lendemain ou le surlendemain. Le système, le pouvoir est dans la radicalité, dans la radicalisation. Ça, on le sait. Et il l'est depuis le premier jour. Alors que le régime est aussi dans le conflit. Il est dans le conflit, en déplaçant le conflit à ses propres amis, à son propre clan, si j'ose dire. Hier... Mais la question aussi, elle est là, c'est Ibrahim, comment on peut négocier avec un régime qui est dans la radicalité, comme vous l'avez dit. Il n'y a pas d'autre manière, où le mouvement révolutionnaire se radicalise, et je vous l'ai dit la dernière fois, après s'être réapproprié un certain nombre d'espaces, y compris les dates et quasiment les lieux de mémoire, et on le verra le 5 juillet prochain, où la révolution s'empare des lieux de pouvoir. C'est ça le problème. Mais on ne s'empare pas des lieux de pouvoir, passez-moi le terme, sans violence. Sans violence. Le système, le régime... Est-ce que vous pensez que ce régime veut nous mener à cette violence? À l'évidence. À l'évidence. Quand la population manifeste pacifiquement et on essaye de récupérer, de leur reprendre les bouts d'espace qu'ils ont pris pacifiquement. Comme la Grande Poste, par exemple. Ça, c'est... Et bloquer les routes chaque vendredi. Par exemple, c'est dire que nous sommes les maîtres de l'espace. C'est nous qui maîtrisons l'espace. Et arrêter des dizaines et des dizaines de militants de droits de l'homme, militants politiques. Le pouvoir est en perte de vitesse. Le pouvoir est en perte de vitesse. C'est pour ça, je le répète, j'ai parlé de déréliction, c'est-à-dire qu'il est dans l'isolement. Il est dans l'isolement. Il est isolé. Le système est isolé. Il ne s'attaque qu'aux siens. Il est en train de s'attaquer aux siens. Le moment viendra où il tombera comme un fruit mûr, et il tombera, à la condition évidemment que la révolution se fasse jusqu'au bout, aille jusqu'à son terme et réalise les revendications. Et lui aussi, il mise donc de l'essoufflement de cette révolution. Mais est-ce que cette révolution s'essouffle? Pas pour moi. Elle se renforce
de jour en jour, sinon de vendredi en vendredi. Et on l'a vu la semaine dernière, en tout cas pour la journée de l'étudiant, que les étudiants étaient massivement dans la rue. Massivement dans la rue. C'est-à-dire qu'il y a une jeunesse qui s'engage, et celui qui s'engage et qui lutte, je ne sais plus qui a dit cela, celui qui s'engage, qui lutte, ne souffre jamais. La jeunesse, le peuple ne souffre pas. Celui qui est en train de souffrir et de véritablement souffrir, c'est le régime et c'est le système. Très bien. Est-ce que vous pensez, Nazim, que le régime est en train de souffrir? Est-ce que vous pensez que le régime est dans l'impasse, comme le dit Brahim Youssi? Mais clairement qu'ils sont dans l'impasse. Quand on voit que le seul soutien politique qu'a reçu le régime il y a 2 semaines cela, c'est Naïma Salahi. Le niveau politique, ce régime a vraiment diminué. Quand on se rend compte qu'ils essayent de faire des manifestations, ils ont fait une manifestation à la Grande Poste où ils ont écrit « Jeish Jeishna » ou « Shab Dielna », des retraités de l'armée. Donc c'est la réflexion de ce système, c'est que le peuple leur appartient. C'est pas que cette armée fait partie du peuple. L'erreur est là, contrairement au peuple qui dit « Jeish ou Shab Khawa Khawa ». Là est la différence entre leur perception du peuple et du pays et la nôtre. Elle est là. Et quand on parle de négociation avec le régime, avec qui allons-nous négocier? Avec Ben Salah, il est rejeté. Avec Bedoui, il est rejeté. La négociation signifie des concessions. Ce peuple n'est pas prêt à faire des concessions à ces gens-là. La seule solution qu'il nous reste, c'est de continuer à maintenir une pression sur eux, parce que de semaine en semaine, ils reculent dans leur retranchement. Ils sont en train de reculer de jour en jour. Ils ont un genou à terre. Ils n'arrivent plus à proposer quelque chose. Ils ont essayé de maintenir le cadre constitutionnel et nous parler du vide constitutionnel comme si c'était le chaos total et qu'on allait être attaqué par l'OTAN. Et ils se sont retrouvés eux-mêmes dans un vide constitutionnel sans se rendre compte. Et l'Algérien a très bien compris que ça n'a rien changé à sa vie, qu'il n'y ait pas de constitution. Il y a des pays qui n'ont pas de constitution, il y a des pays qui sont en vide constitutionnel depuis plus de 18 mois. Et donc le vide constitutionnel avec lequel ils nous ont menacés, c'est eux qui l'ont créé, alors autant qu'ils fassent ce qu'on demande, une transition. Et pour négocier avec eux, moi je suis contre cette négociation. Parce que pour négocier, il faut élire des représentants. Élire des représentants qui vont aller leur laisser une parcelle de pouvoir. Et nous refusons que l'Algérie de demain soit entre les mains de ceux qui ont détruit l'Algérie depuis 1962, non pas depuis 1999, je le dis depuis 1962. Mais comment peut-on trouver une issue aussi? La question doit être posée. Oui. Comment s'il n'y a pas de négociation avec les vrais teneurs de pouvoir qui sont l'armée. D'ailleurs, pour moi, il n'y a pas de teneur de pouvoir parce qu'Ahmed Gaïd Salah, quand il fait des discours et qu'il les contredit, je me pose la question, est-ce qu'il les lit? Est-ce que ce sont 2 ou 3 clans qui font des discours pour lui ou pas? Parce que les discours se contredisent. En 4 jours, il a contredit 2 de ses discours, il a dit des choses incohérentes. Et le fait, nous ne pouvons, d'ailleurs même par rapport à la négociation, nous ne pouvons pas négocier avec l'armée tant que dans leur esprit, ce mouvement est en fait juste une machination de la part d'un clan du système pour renverser Ahmed Gaïd Salah. Quand on nous dit que ces millions d'Algériens sont manipulés par tout faire pendant des semaines, et puis par la France, et puis par etc., etc. On n'arrive pas à admettre que l'Algérien est sorti demander sa liberté. Ils n'arrivent pas à l'admettre, ils ne comprennent pas comment ce peuple s'est éveillé aussi vite et qu'ils n'ont pas pu anticiper cela. Très bien. Abdelwahab Zaatari, quand on parle de négociation, quand on parle de transition, d'un côté on nous dit qu'il ne faut pas qu'on se retrouve dans le vide constitutionnel, mais de l'autre côté aussi, vous avez entendu Nazim Zaidi qui dit qu'on ne peut pas négocier avec quelqu'un qui veut régénérer le système, qui est en train de tout faire pour que le système perdure. Oui, je pense, à mon avis, je pense que l'armée, bien entendu, doit montrer de bonnes intentions pour que l'on puisse négocier avec elle. C'est ça le problème auquel est confronté Nazim, je pense. Hein. Parce que si vous négociez avec quelqu'un qui ne fait que des options tactiques, qui ruse en fait, qui applique la ruse et qui joue, qui prend ça comme un jeu, bien sûr, ça ne donnera pas de résultat. Mais si l'armée, il faut acculer l'armée à répondre à la question fondamentale. Êtes-vous pour
le transfert ou non. S'ils disent oui, là, on peut négocier. S'ils disent non, nous allons entrer dans un conflit ouvert. S'ils disent oui, nous sommes sérieusement et honnêtement pour l'option du changement vers la démocratie, là, ça va être facile. Ils peuvent dégager des personnes à même de pouvoir discuter avec les civils, aller vers la rue, vers le Hirak, et qui peuvent être des militaires, des officiers qui sont compétents dans la négociation et la gestion des conflits. Ils en ont, ils sont compétents, ils peuvent discuter avec le Hirak. Mais tout le comportement, Abdouhab Zaateri, tout leur comportement a été très clair. C'est la continuité de ce régime, le fait de dire qu'il ne faut pas sortir du vide constitutionnel, alors qu'on sait très bien chez nous qu'on n'a jamais respecté cette constitution. Les Algériens sont devenus des experts de la constitution ces dernières semaines. Oui, c'est ça. Cette attitude, c'est une attitude de fuite, de refus de négocier. Parce que quand vous avez toute une société qui sort dans la rue, et vous savez que la vraie loi, constitution ou pas, ce sont ces citoyens qui la font. Et si vous appliquez l'article 7 ou 8, vous êtes obligé d'écouter cette société. Et c'est cette société qui doit appliquer les règles du jeu. Et non pas quelqu'un d'extérieur parce qu'il a le Kalachnikov ou le tank, donc il vient vous imposer ses lois. Donc je reviens à la question fondamentale. S'ils sont d'accord pour une solution vers le transfert du pouvoir vers les civils, vers donc une démocratie populaire, tout ira bien. Ils pourront sortir des officiers compétents pour la négoce et le Hirak doit sortir aussi, montrer des jeunes qui peuvent discuter avec eux et nous conviendront des démarches à suivre à moyen terme pour arriver au but. Mais s'ils refusent, ça veut dire qu'ils veulent la confrontation, comme ça a été fait dans les années 90, le 8 octobre. Et là, nous irons vers les schémas de la Libye, de l'Égypte et des schémas donc, de violence. Et ce n'est pas dans leur intérêt. Ils doivent plutôt accepter de négocier et tout ira bien et l'Algérie sera sur une bonne piste. Quand Brahim Younsi dit que ce régime est isolé et que les rapports de force ont changé de camp et que le vrai rapport de force est du côté du peuple algérien en ce moment. Oui, mais naturellement, tout est du côté du peuple. Donc la tendance internationale vers les libertés, l'échec consommer, la traîtrise de ces hauts responsables, l'armée. Nous avons vu que la plupart et beaucoup d'officiers qui sont de très haut grade, qui sont censés nous protéger, sont des traîtres, ce sont des escrocs, ce sont des vendeurs et ils ont vendu les terres algériennes, ils sont dans la cocaïne. Donc personne ne leur fait confiance, ils ont prouvé leur échec depuis 62 et ça suffit maintenant. Donc ils ont intérêt eux-mêmes, ceux qui sont quelque peu honnêtes ou qui peuvent redevenir honnêtes, ils ont intérêt à négocier vers un transfert pacifique du pouvoir vers les civils et tout ira bien. Autrement, comme ils sont isolés, il ne leur reste que la violence. Et donc la violence n'est même pas à leur avantage compte tenu de ce que nous avions vu dans les autres pays arabes. Et même s'ils voient aussi les Bouteflika, Saïd Bouteflika voulait utiliser la violence, voilà où est-ce qu'ils se retrouvent. Donc il y a une bonne solution pour nous, c'est un transfert pacifique et négocié de changement par étapes. Khoudouatan, comme je l'avais dit la première fois, tout ira bien. Bien sûr qu'il je vais vous poser la question, après je vous laisse, Sibrahim. Est-ce que vous pensez qu'ils ont ce choix, donc le seul choix, pour arrêter cette révolution, c'est d'utiliser une certaine violence. Alors qu'on sait très bien que le peuple algérien était très clair depuis le début de cette révolution, Silmiya, Silmiya, Khawa, Khawa. Oui, mais le système, je l'ai dit tout à l'heure, il est dans la violence. Il est déjà dans la violence. Il est dans la radicalité. Il est dans la radicalité. C'est le peuple qui lui oppose le pacifisme. Le peuple lui oppose le pacifisme. Évidemment que le régime voudrait voir le peuple s'engager dans la violence.
voudrait le voir s'engager dans la violence. Ça l'arrangerait. Ça l'arrangerait. Il a essayé, il a provoqué, et il a essayé d'opposer les composantes de la révolution les unes contre les autres, etc. Et il a tiré sur les gens, pas à balles réelles, heureusement. Et il a fait des blessés. Sans oublier les 3 shahids qui sont morts dans cette révolution. Il y a beaucoup de choses. Mais le problème, il vaut mieux s'en sortir de façon pacifique. Et on n'a pas besoin d'avoir confiance. Moi, je n'ai pas confiance et je n'aurai jamais confiance. Mais quand on n'a pas ce que recherchait le régime au tout début, et cela a failli lui être offert, lui être donné sur un plateau d'argent, c'est les interlocuteurs valables. La révolution, elle le comprend. Moi, je dis qu'elle est en avance sur nous de plusieurs kilomètres. Mais elle ne veut pas parce qu'il y a une intelligence collective. Même si les gens ne se parlent pas, il y a des organisations qui se parlent, la société civile, etc., les syndicats, l'université, etc. Mais il y a une intelligence collective. La dernière fois, j'ai parlé d'un être collectif, d'une identité collective qui a émergé de cette révolution. Et cet être collectif ne veut pas d'interlocuteurs valables. Il veut des interlocuteurs réels, qui sont dans l'exigence et qui sont dans si j'ose dire, dans la démocratie directe. Ils n'ont rien à accepter si le peuple ne le veut pas, parce qu'il aura des exigences. C'est le peuple qui doit lui donner à ces interlocuteurs-là une feuille de route, et ils ne sortiront pas de cette feuille de route pour accepter, pour être des interlocuteurs valables. Donc si ce régime ne veut pas d'interlocuteurs, comment peut-on sortir de cette crise Il l'a qualifié de constitution, alors que le peuple algérien, il dit que c'est une crise politique. Oui, justement. Il ne faut pas s'attendre à ce que le pouvoir vous passe le relais. Nous ne sommes pas dans une course de relais. Nous sommes dans la confrontation. Dans la confrontation, quand on parle de rapport de force, nous sommes dans la confrontation. Il y a le peuple et il y a l'état-major. Il y a une confrontation. Demain, peut-être, Gaïd Salah va parler, va dire des choses. Nous sommes dans un, si j'ose dire, dans un match de boxe, sauf que les choses sont très sérieuses. La raison pour laquelle, et ça c'est bien sûr à la Révolution, aux délégués, pour ne pas dire représentants, aux délégués qui sortiront de cette Révolution, qui décideront de ce qu'il faudra faire, et la seule route, qu'on le veuille ou non, la seule route, si on n'utilise pas d'autres moyens. D'autres mécanismes. D'autres moyens. Okay. Pas un mécanisme, d'autres moyens. D'autres moyens, je l'ai dit tout à l'heure, c'est prendre les lieux de pouvoir. C'est prendre les lieux de pouvoir, tous les lieux de pouvoir, à l'intérieur et à l'extérieur, et c'est les prendre. Cela a été fait. Comment les prendre? Le peuple, 20 millions de gens vont monter vers les ministères, vers l'état-major, vers le Mouradia, et prendre les lieux. Qui peut provoquer des violences. Oui, mais c'est ça aussi. Si on ne va pas vers une étape pacifique, vers des négociations, moi je ne suis pas, à titre personnel, je ne donne qu'un avis. Est-ce que se comporter de cette façon n'est pas faire aussi le jeu du régime qui veut que cette révolution provoque donc ça, comme ça il va justifier une certaine violence. Est-ce que vous croyez, j'ai entendu Césatri, est-ce que vous croyez que le régime va vous remettre les clés comme ça? Il ne vous remettra pas les clés, il ne nous remettra pas, je m'implique, il ne nous remettra pas les clés comme cela. Ça fait 14 semaines et nous rentrons dans la 15e semaine de mouvement révolutionnaire, d'un vrai mouvement révolutionnaire, et le système, le régime, les hommes du régime louvoient, continuent de louvoyer. Ils jouent avec leurs camarades en les mettant en prison. Ils jouent aux soldats de plomb. Il fait tomber les uns, il fait tomber les autres, etc. Voilà, je vous donne Yahya, je vous donne Saïd, je vous donne Toufiq, je vous donne ceci. Voilà. Dis-moi, moi j'ai donné. Alors, donnez-moi quelque chose, rentrez chez vous. Mais la révolution dit non, la révolution n'est pas achevée. Il faut absolument aller jusqu'au bout, et la revendication essentielle et fondamentale,
On l'a dit, on vient de le commenter, c'est et bon, eux ne vont pas se constituer prisonniers. Très bien. Mais on a parlé beaucoup de mécanismes, c'est Brahim, et la question a été posée. Quand il dit, Brahim Younsi, il faut aller jusqu'au bout. Là se pose aussi la question, comment, quel mécanisme? Est-ce que c'est la continuité des marches de chaque vendredi, des étudiants, de tous les Algériens en général, pour en arriver à ce bout? Bien sûr, il faut continuer les marches, il faut que les juges et les avocats qui ont commencé à marcher au début reprennent leur marche, il faut que toutes les corporations se lancent dans des marches tous les jours, s'il faut que ce soit un jour par semaine pour chacune d'entre elles et que le vendredi regroupe le tout, il faut continuer ces marches. Bien sûr, c'est la seule pression que nous avons contre eux. Et quand on dit que ce régime voudrait la violence, moi je pense qu'ils ont peur de la violence. Parce qu'il y a une question de géopolitique aussi. Vous pensez que nous sommes seuls dans le monde? La déstabilisation de l'Algérie n'arrangerait personne. Vous pensez que ça a été compliqué pour eux de nous sortir les chars et l'armée et tirer? C'est pas ça leur problème. Ils peuvent user de tous les moyens. D'ailleurs, certains d'entre eux avaient déclaré une fois qu'ils étaient prêts à tuer des millions pour garder ce système. Aujourd'hui, ils ne peuvent plus tuer des millions. Des pressions des pays du bassin méditerranéen, du sud du bassin méditerranéen, comme la France, l'Italie ou l'Espagne, qui ont peur d'un exode de l'immigration C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal que la déstabilisation de l'Algérie soit un problème au niveau international par rapport à sa situation géographique déjà. Sinon, ce système aurait déjà utilisé le clash contre le peuple sans aucun scrupule. Ce n'est pas ça le problème. Non, si le peuple oui, investissait, ils vont. Voilà. Oui. Mais ce système ne peut pas agir. Et d'ailleurs, la non-violence a réussi face à l'Angleterre. Hein, il faut le dire. Le peuple algérien est le premier qui a repris Gandhi. La non-violence a réussi une fois. Elle réussira une deuxième fois. Et Silmia a été le point culminant de cette maturité politique. Et il ne vient pas de nulle part. Il vient d'un processus de libération de ce peuple qui date depuis 62. Toutes les révolutions. Il y a une capitale expérience chez cette génération qui est pleine de larmes et de sang, il faut le dire. Même si on n'a pas vécu les années 90, mais on a ce capital expérience qui nous vient de nos aînés. Si je discuterai avec M. Younsi, il me parlera de la décennie noire. Bien sûr que j'aurais peur de vivre la même chose. Et donc il y a ce capital expérience. Nous avons compris que la violence, c'est eux qui détiennent les chars et les clashs. Mais notre pacifisme, ils ne l'ont pas, parce que leur seul langage a été la violence, de toute cette manière, que ce soit morale ou que ce soit une violence physique. Très bien. Vous voulez dire quelque chose, c'est bon? Oui, le régime va jouer sur une partie du clavier. Il joue sur l'économie. Il joue sur les questions économiques. Bien sûr. C'est cela. Il attend parce que c'est clair, la situation économique est déplorable. Désastreuse. Elle est déplorable. Le gouvernement, entre guillemets, comme dirait quelqu'un, le gouvernement de la honte, est en train de... Mais de l'autre côté aussi, c'est Brahim, il y a ceux qui disent que les Algériens connaissent très bien la richesse de leur pays et qu'on peut reconstruire. On n'a jamais eu une vraie économie en Algérie, c'est Brahim. Et le peuple ne peut pas gober ces arguments. La situation économique est déplorable. La situation financière est déplorable. Il faut attendre que vous vendiez vos hydrocarbures pour avoir de l'argent pour acheter des biens alimentaires et pour acheter des biens et des services. Quand vous dites la situation économique est déplorable, qu'est-ce que ça veut dire qu'aux Algériens de comprendre qu'on est dans une situation très difficile, qu'il faut accepter les solutions? C'est pas ce que je dis. C'est pas le problème. De continuer et de trouver de vraies solutions politiques pour régler tous les problèmes de notre pays. Si c'est une tactique ou une stratégie. Le pouvoir, le régime joue là-dessus. Il sait que les ressources financières, les rentrées financières s'amoindrissent, les réserves de change diminuent. C'est-à-dire que c'est la capacité d'importation
du pays qui s'amenuise. C'est-à-dire qu'on va Mais ça peut jouer aussi contre eux. Ça joue contre eux. Ça. Contre eux aussi, c'est Oui, pas seulement attendez, contre le peuple. attendez, Le peuple, je l'ai pas dit. c'est des décennies qu'il Attendez. souffre d'une injustice. Ça joue contre les deux camps. Ça joue contre les deux camps. Et ça joue contre le régime, évidemment. Mais comment pensez-vous que même devant une crise que nous avons vécue, nous avons eu recours à la planche à billets. Nous avons eu recours à la planche à billets et nous savons les dégâts qu'a causé la planche à billets, même si on ne le dit pas à haute voix. Le régime ne va pas jeter le tablier. L'état-major ne jettera pas le tablier. Dire, voilà, il y a une crise économique, il y a une crise financière, je vous jette, faites ce que vous voulez, je vous donne le pouvoir. Il ne va pas le rendre. Il ne le rendra pas. C'est ça le problème. C'est Abdelwahab, très rapidement, un dernier mot. Donc, comment vous pensez, on est donc à la 15e semaine de cette révolution, le peuple est déterminé à faire tourner la page, à changer le système, mais aussi de l'autre côté, on est en train de manœuvrer. Quelle est l'issue? Comment on peut envisager l'issue de cette crise politique? Oui, la démarche de Hirak, elle est très très positive et elle pousse dans ce sens. Donc, elle s'exprime en disant aux détenteurs actuels du pouvoir qu'ils ne sont pas les seuls maîtres de ce pays. Et donc, on doit les obliger par des manifestations, par des grèves dans le futur. On doit leur imposer pacifiquement à négocier. Il faut éviter, bien sûr, la violence parce que les Algériens, ils ont eu des expériences depuis 62 jusqu'ici. Chaque fois qu'on a utilisé la violence, on a perdu. Soit on est entré dans le chaos, soit on a eu des dictatures beaucoup plus puissantes que les précédentes. Donc, il faut utiliser l'intelligence et utiliser tous les éléments, tous les atouts pour forcer les militaires à négocier. Et s'ils ne se cèdent pas le pouvoir, on doit le prendre, disons, pas à pas, de la manière redoutable. Donc, on pousse, on fait pression et on prend ce qu'on peut prendre sans aller jusqu'à la violence. Et je crois que de cette manière, la société va être éduquée dans la revendication de ses droits et on aura nos droits sans perdre beaucoup de sang comme malheureusement nous en avons eu des catastrophes dans notre société. Il faut continuer à pousser pacifiquement vers nos exigences. Très rapidement, Nazim, il faut pousser. Bien sûr qu'il faut continuer à mettre la pression et moi je pense que la crise économique dont vous parlez qui est à nos portes, elle est à nos portes à cause du financement non conventionnel utilisé, ne jouera que dans le bon sens. Parce que s'il y a 20 millions, il y en aura 35. Parce qu'eux ne comprennent pas l'enjeu. La paix sociale a toujours été achetée. Et là, ils sont dans l'impossibilité d'acheter la paix sociale. Et je pense qu'un père de famille qui sortait le vendredi depuis 15 semaines sortira avec plus de ferveur parce qu'ils considèrent que la crise économique va l'atteindre encore plus. Ils ont toujours profité des rentes pétrolières pour essayer d'acheter la paix sociale. Aujourd'hui, c'est impossible et la crise est à nos portes. C'est Brahim, dernier mot. Oui, ça c'est presque l'évidence. Mais simplement, les couches qui vont manquer, comment vont-elles se comporter? Est-ce qu'on ne se départira pas de ce pacifisme que la révolution doit absolument, je crois que je n'ai pas été compris, qui doit absolument rester pacifique, évidemment. C'est devant, parce que nous sommes devant un mur. Parce que nous sommes devant un mur. Mais comment faire que ce mur cède? Parce qu'il ne va pas céder comme ça de lui-même. Il ne cédera pas de lui-même. Et 14 semaines, tout le monde se pose la question. Ça veut dire que, y compris du côté de la révolution, il y a des questions qui se posent. Enfin, en tout cas, ici, sur ce plateau. De savoir comment on fait. Ça fait 14 semaines et on n'aboutit pas. Non, moi, je n'ai pas cessé de répéter qu'il y a des victoires, y compris sur l'élection ou la fausse élection présidentielle. J'ai dit qu'il y a des acquis. J'ai dit que le peuple est dans une situation d'autodétermination. Il est également dans une situation d'autogestion parce qu'il s'autogère. Et puis, il est dans une situation d'autogouvernement et s'autogouverne.
personne ne va le gouverner et il s'autogère et il s'autodétermine. Donc nous sommes dans le bon sens. Mais simplement pour conclure, parce que je vois que Très tout le monde, oui, c'est pas ma conclusion à moi, mais tout le monde veut absolument en finir avec cette révolution qui n'est pas encore achevée. Qui n'est pas encore achevée. Évidemment, il faut avancer, comme dit Zaatari, pas à pas, je ne sais pas combien de pas il faut faire pour arriver jusqu'au bout, mais il faut continuer à avancer, ça c'est clair. Mais si on veut aller vite, faire céder le système, je dis, dans ces cas-là, il faut prendre les lieux de pouvoir. Ibrahim, on est arrivé à la fin de cette émission. J'étais très content de vous avoir parmi nous dans cette émission. Sibrahim, on a parlé beaucoup avec nos invités que l'Algérie a changé depuis le 22 février. On le voit très bien dans ce plateau. Sibrahim qui est là, qui peut nous apporter son expérience, qui peut donner aussi une leçon. Ce qui s'est passé dans les années 90 à Nazim, un jeune étudiant plein d'énergie. On voit donc cette Algérie nouvelle qui dit très clairement que les choses ne seront plus comme avant. يعطيكم الصحة، بقوا على خير وصحة فطوركم. العصابة 1800 وحنا في القرابة بقاو على خير ينفسدين الطبع الشعب راهو قاع تتنحى وقاع يا ولاد الحرام ابقاو على خير يا ولاد الاستعمار كليتوا البلاد وشو هذا الغرام ابقاو على خير راهو جا نهاركم تحسبوا نتوما ونفيدوا ولادكم ابقاو على خير يمانا الجزيرية حنايا كاع 80 40 ولاية ابقاو على خير ينصروا الجزائر تحيا المسيرة ندع في براير نبقاو على خير ينفس ديما طبع الشعب غالبكم تتنحى وقاع